Grève des postes, les postiers revendiquent aussi dans la région. Fermeture de la coop santé Témiscamingue. Un comité prépare l'avenir. Et projet de piscine au Témiscamingue. Le complexe des eaux profondes a son conseil d'administration. Témiscamiennes et Témiscamiens, c'est un immense honneur de vous livrer un nouveau bulletin d'information. L'actualité de chez vous à la télévision de votre communauté, Témis TV, car vous la soutenez et qu'elle est là pour vous. Vous êtes des centaines d'ailleurs ces derniers jours à partager l'image de J'ose ma télé communautaire, cette campagne nationale qui vous appelle et rappelle l'importance essentielle des télés communautaires qui est souvent invisible dans les grands réseaux médiatiques, partagent nos voix, nos histoires et réalités locales. Merci d'être mobilisés pour nous aider à jouer un rôle crucial pour une société québécoise soutenue. Mesdames, Messieurs, garçons et filles, sur Facebook, le web et YouTube, voici nos nouvelles. D'abord, Winaway appelle à l'aide. Le conseil de bande de Winaway qui demande à des civils de prendre en charge de toute urgence la sécurité des citoyens dans leur communauté. Les autorités qui disent percevoir des actes de violence liés à la drogue et à la consommation d'alcool dans leur ville et se croient abandonnés par la Sûreté du Québec qui négligerait les patrouilles de surveillance de leur territoire effectuées en alternance avec la police autochtone de Québec. Un projet pilote mis en place depuis 2 ans par Québec en attente du retour d'un service permanent. Ils sont là depuis plus d'1 semaine. C'est la grève des factrices et facteurs au pays. Un arrêt de travail qui touche des travailleuses et travailleurs, bien sûr, chez nous. Une quinzaine de postiers manifestaient à Ville-Marie alors qu'ils revendiquent un nouveau contrat de travail devant Poste Canada. Même chose à Notre-Dame-du-Nord. Pour eux qui attendent une nouvelle entente depuis près de 8 ans, toutes les conditions sont à revoir pour assurer, disent-ils, un meilleur service aux citoyens du pays. On les a interrogés sur la ligne de piquetage. Bonjour, madame. Bonjour. Vous vous appelez comment? Martine. Martine. Cet arrêt de travail chez Poste Canada au Témiscamingue, c'est nécessaire? Absolument. C'est pas juste au Témis, c'est partout au Canada, complet. Qu'est-ce qu'on doit donner davantage aux gens qui travaillent pour Poste Canada? Bien, au-delà des hausses salariales, il y a plein d'autres choses. Là. Tu as les prestations pour les assurances maladie. Présentement, on n'a même pas droit au congé préventif pour les personnes enceintes. Là. Fait que ça, c'est revendiqué aussi. Améliorer nos conditions. La santé et sécurité. Tout, c'est vraiment gros comme système. Là. C'est tout à repenser. Votre nom? Valérie. Valérie, vous parliez de santé et sécurité. Donnez-moi un exemple du fait de ne pas avoir de bonnes conditions de ce côté-là. Qu'est-ce que ça vous amène? Ouais, oui. C'est santé et sécurité, ouais, mais tu sais, c'est dans le grande ville que ça va toucher. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est important, ce contrat de travail-là, ces revendications-là, parce que ça fait un bout de temps qu'au pays, vous n'avez pas ce que vous voulez? Oui, ça fait au-dessus d'au moins 8 ans certains qu'on n'a pas eu une bonne convention. Puis depuis le COVID, ils nous avaient dit qu'après le COVID, on était censé d'avoir d'assasser, puis que c'était pas censé durer longtemps. Puis finalement, ben, on est rendu en grève parce que ça a l'air que faut négocier, puis ils veulent rien entendre. Fait que non, parce qu'on n'a pas été tant soutenu que ça aux frais du COVID, mais pas pantoute. Fait que c'est sûr que ça va être pas non plus. Fait que c'est un peu une grosse, c'est beaucoup de petites choses qui viennent que on est rendu là aujourd'hui. Fait que c'est une très grosse convention, mettons, qu'ils sont en train de négocier. Solidarité qui est importante. Ah oui, vraiment, c'est très, très important. C'est pas parce qu'on le veut non plus, mais maintenant, on n'a pas le choix, on est rendu là. C'est important pour vous de manifester aujourd'hui? Ben oui. Pourquoi? Le soutien du groupe. Ouais. On soutient nos collègues de travail à travers le Canada. La solidarité.
Solidarité avant tout. Au Témiscamingue, on entend klaxonner, on vous supporte bien, on vous en veut pas, comme on dit. À date, tout le monde est compréhensif. Ils arrivent ici, le bureau est fermé, on leur explique. Puis il n'y a pas personne qui nous a dit qu'ils ne sont pas sur notre bord ou contre nous autres. Ils comprennent ça. Ils veulent que le conflit se règle le plus vite possible. Puis nous autres et tout, c'est ça qu'on veut. On se croise les doigts. Mais on veut tous retourner travailler, nous autres et tout, mais selon les conditions de travail qu'on a extensionné de 2 ans, parce qu'après la COVID, on était supposé de signer une nouvelle entente. Puis on a décidé, après la COVID, d'extensionner ça. Puis là, là, on est rendu là. Fait que, on souhaite qu'on ait le meilleur pour nous autres. Là. Ton nom, c'est quoi? Je suis obligé de le dire. Ton prénom? Danny. Danny, il paraît que tu parles pas, toi, d'habitude. Merci, Danny. C'est important pour vous aussi, mesdames, de continuer à manifester? Oui, malgré tout. Oui, malgré tout. Malgré quoi? Malgré qu'on n'a plus de salaire, malgré des affaires, qu'on n'a plus d'assurance non plus. Non. Fait que faut pas tomber malade. On espère que le conflit va se régler vite, mais c'est ça, pas n'importe quel. Les façons de faire ont changé, là, on en parlait tantôt, les façons de faire ont changé, le métier a changé. Maintenant, un postier, un travailleur de Poste Canada, ça travaille avec les colis contre des organismes comme Prolator. Les grosses multinationales, là. Okay. Amazon et tout, beaucoup de colis. C'est sûr qu'à ça, ils ont le... ici, en région, ils n'ont pas le livreur. Mais on desserve encore, mais Prolator, ils ont ramassé une partie. C'est ça qu'on aimerait ça d'en livrer plus, mais ça, c'est pas dans nos mains, c'est à nos dirigeants d'essayer de retrouver une solution pour les ramener à nous. Et il y a bientôt, peut-être, vous allez travailler au niveau financier aussi? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Possiblement. Oui. Donc, se réorienter, ça fait partie des possibilités chez Poste Canada. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme qu'on dit, il faut innover. Si on veut suivre la baraque ou le bateau, comme qu'on dit, il faut innover. Puis je pense qu'on est rendu là, parce que si on check d'autres transporteurs de colis, il y a beaucoup de transporteurs qui livrent la fin de semaine. Je pense que Poste Canada veulent tout bien aller par là, mais ça, c'est dans les discussions. On n'en sait pas plus là-dessus, mais je pense qu'il va falloir suivre le bateau pour essayer de concurrencer nos concurrents. Puis pendant ce temps-là, vos concurrents, ils doivent faire votre travail et c'est pas nécessairement très facile pour eux autres, là, hein? Ah, gars, s'ils peuvent se planter pour avoir nos... Regarde, pour avoir nos clients, pas de trouble. Ouais, on va s'en reprendre. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Ça fait plaisir. Les étudiantes et étudiants de l'école Marcel Raymond à Lorrainville souhaitent mobiliser une génération sans fumée pour ceux qui fréquentent l'institution scolaire Témiscamienne. Le 21 novembre, après 3 ans d'implication de nombreux élèves, parents, professeurs, un comité vapotage accompagné par le Conseil québécois sur le tabac et la santé a été officiellement lancé. Sans juger, il souhaite chez les 11 à 17 ans encourager la cessation de l'usage de la nicotine, soit en fumant ou en vapotant entre amis, dans la famille ou la communauté. On souhaite sensibiliser, informer quant aux méfaits du tabagisme, mais surtout dénormaliser l'usage des produits du tabac et du vapotage chez les jeunes Québécois et de niveau secondaire. Comme c'est le cas à Amos, Lorrainville fait partie des 100 écoles sur 465 ayant joint le plan Génération sans fumée. Voici en caméra libre comment s'est déroulée la conférence de presse et le dévoilement de la bannière du comité. Donc, le projet a parti d'une problématique, en fait. Moi, je suis dans l'école, je suis enseignant en éducation physique. La problématique était vraiment que je trouvais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui vapotaient dans nos salles de bain, dans l'école, aux alentours. Puis, je suis entraîneur de volleyball aussi. Je voyais que les jeunes c'était une problématique. Donc, je suis parti avec ça, puis j'ai rencontré des gens qui nous ont amenés vers d'autres gens, pour, à un moment donné, arriver vers le CQTS, qui nous a vraiment mis sur la map pour trouver nous former, puis ensuite nous amener vers tout le conseil avec les élèves. On a formé un gros comité,
puis pour faire des activités, etc. Donc, c'est à partir de cette problématique-là. Puis ensuite, ben, avec toutes les formations, ça a pris 3 ans. Donc, ça nous a pris 3 ans pour arriver à aujourd'hui, pour enfin arriver à aujourd'hui à lancer ça, puis que nos activités vont pouvoir perdurer dans la suite des événements. Fait que je passe la parole un petit peu à Aurélie parce qu'Aurélie est là depuis le tout début du comité. Elle était en secondaire 2, jadis. Oui. Là, elle est rendue en secondaire 5. Fait que c'est ça. Moi, je me suis impliquée dans le comité après que Maxime m'avait demandé. C'est une problématique que je voyais aussi beaucoup dans l'école. Fait que c'est quelque chose qui m'intéressait, donc de m'impliquer depuis tout ce temps-là. Je trouve ça vraiment le fun. Puis de sensibiliser les jeunes à ça, je trouve ça très, très important. Ça me tient à cœur. Fait que je trouve ça important d'apporter mon grain de sel à cette équipe-là. Puis je rajouterais aussi, tu sais, nos jeunes, ils sont là pour amener les idées. Des fois, les personnes de 40 ans et plus, OK, on a des fois des idées qui sont pas tout à fait au point. Donc, ils sont là soit pour nous ramener, soit pour donner d'autres idées. Puis, très, très dynamique. C'est vraiment, on a eu un beau partenariat là-dedans avec eux autres. Donc, oui, pour les futures activités, c'est sûr qu'on a mis énormément de temps pour le lancement depuis le début de l'année. Donc, on va peut-être se donner jusqu'à Noël là, une petite pause. Puis, on va revenir après Noël avec des activités qui ne sont pas encore définies. On a des idées, on a brainstormé un petit peu, mais on n'est pas encore rendu à une activité bien définie. Mais on veut faire au moins une activité d'ici la fin de l'année avec le comité pour toujours que ça continue et non que ça arrête à un moment donné dans le temps. Donc, petit dernier message en terminant. S'il y a des parents qui veulent s'impliquer sur notre comité, nous sommes à la recherche de parents, 2 ou 3 parents, qui ça leur tiendrait à cœur aussi, puis qu'on pourrait justement là, les impliquer à fond dans ce comité-là. Je passe le mot de la fin pour à Aurélie. En gros, École Marcel Raymond, avec le PGSF, ça fait une école sans fouet. Ça serait notre projet pour l'avenir. Donc, mon nom est Joanie Vachon-Beaulieu. Je suis intervenante en prévention des dépendances dans les écoles secondaires, École Rivière-des-Quinze, École Marcel Raymond et École Le Carrefour de la Tulipe, pardon. Et aujourd'hui, officiellement, on faisait le lancement là, du plan Génération sans fumée. En tant qu'intervenante, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ce travail-là parce que je travaille avec les jeunes. Évidemment, c'est ça ma passion, c'est ça mon travail. Donc, de faire de la prévention, de faire de l'intervention, d'organiser des activités pour faire en sorte que les jeunes ne commencent pas à vapoter, fumer ou cessent, c'est vraiment un grand plaisir. Et j'ai un collègue ici du Conseil québécois sur le tabac et la santé, Cindy Attaque Konaté, qui est là aujourd'hui pour notre lancement. C'est extraordinaire, donc je vous laisse se présenter. Allô, ben moi c'est Sundiata Konaté, comme Joanie m'a présenté. Je suis chargée de projet en prévention et en développement de contenu au Conseil québécois sur le tabac et la santé. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Donc au Conseil québécois, au niveau du PGSF, on est plus en support pour les écoles, mais tout le mérite revient vraiment aux différentes actions, autant pris par les intervenants, le membre Nancy, Maxime, Joanie et aussi les élèves qui sont impliqués dans le programme. Donc je dirais que nous on est là pour les aider en arrière, mais tout le mérite revient à eux et toute l'organisation est vraiment magique, magnifique et félicitations et au plaisir de perpétuer les différentes actions pour l'école. Merci Cindy. Salut tout le monde, moi je m'appelle Olivier Lupien. Dans le fond, je fais partie du projet Génération sans fumée. À l'école Marcel Raymond, je suis un élève de secondaire 2. Je suis très heureux de participer à ce projet-là. Dans le fond, moi je vais servir à emmener des idées et à divertir les gens tout en, sensibilisant la vapotage. Puis toute la vapoteuse, le tabac, tout, ça moi j'en ai déjà pris, donc je sais quel effet ça fait. Donc je peux aider à sensibiliser et à dire non, on fait pas ça. Bonjour, mon nom est Nancy Galland. Je suis intervenante de la direction de santé publique du CISAT à Ville-Marie. Moi, je suis ici à titre d'accompagnatrice école en santé. Dans le fond, j'accompagne le comité de place Génération sans fumée dans les écoles secondaires à titre de conseillère. Et moi aussi, j'aide à trouver des stratégies de sensibilisation, de prévention et aider à la cessation tabagique, bien sûr.
On reste en santé parce qu'on sait que c'est ce qu'on va souhaiter avec le temps des fêtes qui s'en vient. Il y a 3 semaines, la Coop Santé du Témiscamingue, Témiscavie, annonçait officiellement qu'elle mettait son édifice en vente ou en disponibilité et qu'elle fermerait ses portes le printemps qui vient après le départ à la retraite de 3 docteurs. Et bien sûr, la pénurie de médecins de famille qui s'ensuit, privant plus de 2000 patients des soins. Une nouvelle qui est venue se confirmer devant l'accélération d'une pénurie de médecins au Témiscamingue. Une situation, le manque de médecins de famille, qui est loin d'être unique. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, avant qu'il manque 1500 médecins, avance qu'il en manque 1500 au Québec. Une réforme de la santé supportée par l'Agence Santé Québec et le Plan Santé promet la prise en charge de 800 000 personnes au Québec. Belle solution, mais peut-on croire à son efficacité dans notre région? Paul-Émile Barbeau, médecin à la retraite, semble croire que non. Comme un groupe de citoyens, un comité régional qui se fera bientôt entendre au ministère de la Santé, il en a assez des tergiversations. Ça semble suffire pour lui que notre système de santé soit administré par des gens qui ne semblent pas connaître les façons de faire de la santé dans nos régions. Dans notre région, pour le docteur Barbeau, le Témiscamingue a déjà fait ses preuves. À Québec, pas vraiment. On en parle avec lui. Monsieur Paul-Émile Barbeau, on a appris récemment, et c'est pas nouveau, là, parce que, et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est un peu une mort annoncée que le fait qu'il manque de médecins de famille au Témiscamingue. Pourquoi est-ce qu'il y a quelques semaines, on a ressorti cette information à l'effet que la clinique, la coopérative, comment vous l'appelez, la coopérative? La Coop Santé Témiscavie. Ben, pourquoi on ressort cette information-là? Parce que c'était déjà une mort annoncée, c'était déjà annoncé aux gens du Témiscamingue que la clinique était pas fermé, là. Ben, en fait, on avait, c'était pas annoncé, mais on sentait depuis déjà un bon bout de temps que les choses allaient pas bien parce qu'on réussissait pas vraiment à faire du recrutement d'une façon adéquate. Et puis, on a été obligé de commencer à louer des locaux à d'autres organismes. Même, on loue des locaux au CISAT actuellement. Puis, en plus, ben, les nouveaux médecins qui arrivent ont tendance à s'en aller vers le CLSC. Il y a 2 raisons qui expliquent ça. La première, c'est que les médecins qui arrivent de l'extérieur du Canada doivent être en institution pour une période de 4 ans. Okay. Il y a un raisonnement derrière ça qui est un petit peu difficile à comprendre, mais ça existe depuis plusieurs années. Donc, moins de médecins qui peuvent s'en venir vers la clinique. Et puis, ben, c'est ça, il y a eu une dissolution qui s'est faite. Il y a eu, avec les derniers changements qu'il y a eu, puis on ne parle pas seulement là, de la loi 10, on va avant ça, il y a eu un découpage qui a été fait au point de vue provincial qui distribuait les différentes régions en rapport avec certaines universités. Puis, on nous avait attribué au territoire de McGill. On aurait peut-être, en rétrospective, c'est toujours plus facile avec le rétrospect, on aurait peut-être dû un peu ruer dans les bambous, mais on a dit, ben non, on garde une université, c'est bon, puis McGill a une excellente réputation. Sauf qu'on s'est retrouvé avec des résidents qui avaient moins l'intention de faire de médecine familiale, des gens qui étaient plus urbains comme mentalité. Auparavant, on faisait affaire avec l'université Sherbrooke. On avait un meilleur recrutement par rapport aux résidents qui venaient, mais avec McGill, ça avait déjà commencé à chuter. Je pense que ça a commencé à péricliter vraiment un peu plus dans cette époque-là. On pourrait pas dire, ben, écoutez, Sherbrooke, frapper à la porte puis dire, est-ce qu'on peut se réassocier avec vous? Parce qu'on était mieux servi avec une université qui pensait davantage aux gens. On a passé cette étape-là. On a passé cette étape-là. On l'a passé quand on est arrivé au point où on avait déjà passé des gens qui s'étaient en allés puis qu'on a dû dissoudre le GMF. Parce que il faut réaliser que le GMF, ça a brisé le cœur, pas seulement de la population, ça a brisé le cœur des médecins pour dissoudre le GMF. Mais à mon avis, leur décision était bonne à l'époque. Parce qu'ils n'étaient plus capables de remplir, à cause du nombre de médecins, les obligations imposées par le ministère, pas des obligations qui sont injustes,
c'est pas ça que je veux dire, mais il y avait des obligations liées à ça, puis ils n'étaient plus capables de les exécuter. Ils étaient tout simplement pas assez nombreux. Exactement. Alors, le raisonnement à ce moment-là des médecins a été de dire, on va dissoudre le GMF, puis si jamais on réussit à recruter, ça va être plus facile de rebâtir un GMF si la décision venait de nous, que si on arrive au bout d'un an et que le ministère nous dit vous remplissez pas vos obligations, on va vous retirer le droit d'être GMF. Ça rendait une négociation plus difficile pour en refaire un. Bon. Mais en fin de compte, on n'a pas recruté et on n'a jamais pu repartir le GMF. Et M. Paul-Émile Barbeau, vous avez donc dû, parce qu'il n'y a pas de médecin puis qu'il n'y en aura pas d'autres, annoncer une fermeture pour l'été qui vient? Ben oui, en fait, quand on disait tantôt que, regarde, on savait qu'il y avait des choses qui s'en venaient, au niveau du conseil d'administration de la coopérative, on se disait qu'on se donnait 2, peut-être 3 ans pour faire du recrutement, mais qu'il fallait envisager qu'un jour, on arriverait à la fermeture. Mais on se disait, regarde, les choses peuvent changer, on peut avoir du recrutement, donc respirons par le nez, puis on verra quand ça va venir. On va continuer à faire nos efforts, on va essayer de rencontrer des gens. Mais là, il y a un médecin qui nous avait annoncé il y a quelques mois sa retraite pour la fin décembre. Fait que là, ça rendait la situation un peu plus instable. Et là, dernièrement, 2 autres médecins nous ont annoncé leur retraite pour fin juin. Donc, on est devant un cul-de-sac et on n'a pas d'autre solution que de mettre fin à nos opérations. Maintenant, au Québec, il y a un ministère de la Santé. Voir chez M. Christian Dubé qu'il y a plus de 200 personnes dans un coin du Québec, dans une région ressource, qui se retrouvent sans médecin de famille. 2700, pas 200. 2700, ben, c'est encore pire. C'est un chiffre donc qui est 10 fois plus gros. Donc, que M. Dubé voit ça, j'imagine que ça doit l'interpeller un peu. Je suis certain que ça doit l'inquiéter, puis ça doit inquiéter aussi les gens de la nouvelle organisation de Santé Québec. Mais il faut réaliser que c'est un paquebot immense qui est le système de santé. Il y a un rapport du Collège des médecins qui est sorti dernièrement, qui dit que un des problèmes qu'il y a au point de vue du ministère de la Santé, mais ça me fait sourire un peu parce que je pense que c'est au point de vue de tous les ministères, c'est qu'on essaie de faire du mur à mur. Et il y a des gens à Québec qui décident de qu'est-ce qui va se passer en Abitibi-Témiscamingue, mais qui auraient de la difficulté à poser leurs doigts sur la carte pour dire où est Ville-Marie, où est La Sarre, où est Rouyn-Noranda, où est Val-d'Or. Il y a un paquet d'organisations qui sont comme Exactement. Ça. Hein, les services d'urgence 911, un paquet de systèmes. Un paquet, le milieu culturel, etc. Alors, il y a du changement à faire en rapport avec ça. On va voir ce que va nous apporter le futur. Il reste que la loi 15 ouvre des portes par rapport à des règlements par rapport à ça pour rapprocher vraiment les décisions administratives plus proches de la communauté. On va attendre de voir comment ça va s'appliquer, mais je pense que c'est dans ce sens-là que la population et tous les gens doivent travailler, de dire, bon, ben maintenant, vous avez voté une loi, il faudrait peut-être la respecter. Donc, la solution pour vous, c'est le milieu de la santé, le milieu médical, ça doit se passer au Témiscamingue. Oui, c'est impossible pour quelqu'un qui vient de l'extérieur du Témiscamingue d'aller convaincre les gens qu'il y a moyen d'avoir une belle pratique, une pratique super intéressante au Témiscamingue. C'est pas vrai que ça va se faire par des gens qui viennent d'ailleurs. Puis, il y a, vous savez, quand on parle d'économie à la base, quand on a des buts qui sont fixés, soit par l'Agence de santé, le ministère, en fait, les deux ensemble, il faut réaliser que c'est essentiel qu'il y ait des buts qui soient établis avec des cibles à atteindre. Là où le bas blesse, c'est qu'on vient nous dire comment le faire.
Quand on organise des soins à domicile sur un territoire de 19 000 km² avec une population de 16 400, c'est pas comme dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Hein? Alors, il faut que ça soit donné à notre image. Il faut que ce soit administré à notre image. Puis c'est comme ça qu'on va devenir rentable, puis c'est comme ça qu'on va sauver de l'argent. Parce qu'on va être inventif, comme on l'a toujours été, pour rapprocher les soins de la population, puis on va savoir comment faire pour dire « Non, si on le fait de telle façon, ça va nous coûter trop cher. » Mais quelqu'un qui est à Québec ne peut pas déterminer comment ça se passe. Puis je suis sûr qu'aux îles de Madeleine, ils vivent exactement le même phénomène que nous autres, en Gaspésie, sur la Côte-Nord. Les régions, on doit leur donner le pouvoir de s'organiser en fonction de la connaissance qu'ils ont de leur propre milieu. On est capable de s'arranger. On est capable de s'arranger. On a du dynamisme, on n'est pas des nonos, et on l'a prouvé par le passé. On a prouvé par le passé qu'on était capable de s'organiser, puis de le faire, puis de bien le faire. On a été innovateurs à plusieurs niveaux. On a même été en avant de notre temps, particulièrement au Témiscamingue. Ça fait sourire un peu quand on entend aujourd'hui qu'un médecin qui rejoint un patient par téléphone est en train de faire de la télémédecine. Ça fait un peu drôle quand on a vécu au Témiscamingue, où on faisait de la télémédecine avec Winnoé, avec Rémini, et qu'on avait un appareil qui était capable de faire l'examen de la bouche, des oreilles, du nez, qui était capable de prendre des photos de la rétine. On était capable de faire de l'auscultation cardiaque pulmonaire, le médecin étant ici, le patient étant là-bas. On était capable de faire des tests de laboratoire. Ça, c'est de la télémédecine. Mais les temps ont changé. Vous avez pris votre retraite. Vous êtes de ceux qui n'ont plus de médecin de famille? Oui, d'ailleurs, ça fait sourire un peu d'autres journalistes qui m'ont interrogé parce qu'ils ont dit « Mais avez-vous pensé qu'est-ce qu'ils vont faire, ces patients-là? » Bien, j'ai dit « Nous allons attendre et nous inscrire au GAP. » Parce que là, ils ont dit « Nous », ben j'ai dit « C'est parce que je perds mon médecin de famille. » C'est bien évident. Donc, on va suivre la ligne et on va prendre les moyens qui nous sont offerts. On n'a pas le choix. Mais vous n'avez pas l'intention de laisser tomber, parce que je sens que vous avez l'intention de vous agripper, comme on dit. Plus que s'agripper. Je fais partie non seulement du conseil d'administration de la coop, mais aussi d'un comité citoyen au Témiscamingue pour des soins de santé durables au Témiscamingue. Et on va se reparler d'ici quelques mois parce qu'on est en train de préparer des documents pour présenter à Santé Québec et au ministère afin de retrouver notre gouvernance locale. On ne veut pas s'agripper, on veut foncer, on veut prouver qu'on est capable de le faire. Et on va certainement se reparler là-dessus dans les prochains mois. Parfait. Donc, M. Barbeau, merci de nous en avoir parlé. Je sens qu'on en sait davantage depuis les dernières minutes qu'on en saura et qu'on en savait. Parce que la santé, c'est important, quelle que soit la région ressource. Je pense qu'au niveau de la communauté, il faut tous y voir qu'on soit un jeune qui, dans l'avenir, en aura besoin pour pouvoir vivre dans son milieu, qu'une personne âgée qui, dans les derniers mois de sa vie, a besoin qu'on s'occupe de lui. Et ayant été médecin plus de 40 ans, je peux vous assurer que les jeunes aussi sont malades quelquefois. Ben oui. Personne n'est épargné. Hein? On ne sait jamais quand ça va nous attraper, malheureusement. Sur Barbeau, on se parle bientôt en comité pour faire avancer les choses au niveau de la santé chez nous. Merci de votre visite ici. Décembre est à nos portes, ce 12e mois qui fait preuve de générosité chez vous. C'est d'ailleurs le lancement de la grande guignolée des médias, un point de chute qui permettra, comme c'est l'habitude aux gens de Ville-Marie et des villes environnantes, de partager encore cette année le 5 décembre. D'ici au 31, le partage qui est plus nécessaire que jamais afin que personne n'ait à faire face à une assiette vide au courant de l'année. Guillaume Laroche est président d'honneur de la guignolée et Mme Geneviève Gagnon est coordonnatrice de la Banque alimentaire de Rouyn-Noranda au centre Bernard Hamel.
Laroche, porte-parole de la Guignolée des médias cette année en Abitibi-Témiscamingue. Pour le bénéfice de Télétémis et évidemment les gens de Ville-Marie et du secteur, Guillaume Laroche, qui il est et je pose une question personnelle. Est-ce que Guillaume Laroche a déjà connu la faim? Je vais commencer par répondre à qui il est. Guillaume Laroche, c'est un artiste de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai la chance de ne jamais avoir connu la faim personnellement et je pense, comme l'a si bien dit le président du CA de la ressourcerie, quand on reçoit, il faut aussi apprendre à donner et c'est le rôle que je me donne, c'est de permettre aux gens autour de donner et d'avoir envie de donner, de sensibiliser les gens à la cause et c'est surtout ça qui me tient à cœur, c'est de faire en sorte que tous les gens autour de moi puissent avoir la chance d'avoir 3 repas par jour devant eux. Vous arrivez à un moment, on a entendu des chiffres assez effarants, je dirais, assez terribles. La faim n'a jamais connu autant, de gens qui en sont touchés. Je pense qu'il faut être conscient de ces chiffres-là qui sont grimpants parce que le coût de la vie est grimpant, le coût dans les épiceries est grimpant et ça, c'est une réalité que tout le monde connaît. Par contre, il y a des gens qui peuvent amortir cette réalité-là et réussir à bien s'en sortir. Et il y en a d'autres pour qui ça fait toute la différence et c'est là qu'il faut agir rapidement. Les demandes sont grimpantes, les denrées ne le sont pas autant. Alors c'est important d'en être conscient, c'est important de donner et j'espère pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir plus de denrées et plus de moyens pour aider les gens qui en ont besoin. Guillaume, on a gardé la confidentialité, mais derrière toi, on entend les gens. Ce sont des gens qui sont ici à la Banque alimentaire aujourd'hui, qui viennent chercher des denrées. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient présents pour venir chercher des denrées, pour venir chercher à manger. Et le besoin, ce que j'entends le plus depuis que je suis arrivé, c'est qu'il en manque des denrées. Il manque de produits pour les gens qui en ont besoin. Et je vous demande aussi de faire l'exercice de penser au fait qu'il y a beaucoup de visages qu'on voit à côté de nous, qu'on croise à tous les jours et qu'on n'a peut-être pas la conscience des besoins qu'ils ont, alors que ces besoins-là, ils sont réels et ils sont souvent juste à côté. C'est peut-être votre voisin, c'est peut-être votre collègue, c'est peut-être même votre ami. Alors, le visage des gens qui ont besoin des denrées, qui ont besoin de ce service-là est grandissant et on les connaît. Alors, c'est important de donner. Bon succès pour cette Guignolée 2024. Merci beaucoup. Votre nom, madame, et vos fonctions? Geneviève Gagnon, coordonnatrice de la Banque alimentaire de Rouyn-Noranda. Madame Gagnon, les chiffres sont effarants cette année. Je pense que la Guignolée des médias va être plus nécessaire que jamais. Absolument. En fait, la Guignolée va nous aider grandement à subvenir aux besoins de plusieurs familles qui en ont désespérément besoin cette année avec la hausse des demandes et la baisse des denrées. On compte vraiment sur la population de la communauté là, pour être capable de desservir toutes les gens. Qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis l'été dernier, il y ait une augmentation si grande du nombre de personnes qui demandent de l'aide? Bien, c'est sûr que l'inflation fait en sorte que plusieurs familles n'y arrivent plus. Il n'y a pas juste l'inflation, il y a plein de facteurs. Donc, c'est sûr que peu importe le petit coup dur que les gens peuvent avoir, vont les apporter dans une situation d'insécurité alimentaire plus rapidement qu'avant. Il y a des voisins qui ne croyaient certainement devoir venir chercher des denrées qui sont là maintenant. Des gens qui ont vu le destin, leur tomber dessus. C'est la preuve que n'importe qui peut se retrouver à avoir besoin de la banque alimentaire et c'est pour ça que c'est important de toujours supporter le Centre Bernard Hamel chez nous dans la région.
Exactement. On ne sait pas quand ça va arriver, malheureusement. On ne peut pas le savoir d'avance. Donc, ça peut nous arriver demain matin. On doit donner quand on le peut, justement pour se dire que ça peut être notre voisin, un membre de notre famille. Donc, il faut vraiment supporter. On peut recommencer celle-là aussi. Alors, c'était quoi ma question? Je m'en souviens pas. Donc, ça peut être un voisin, là. Oui, d'accord. Les bénéficiaires du Centre Bernard Hamel, maintenant, on ne peut pas dire fermer les yeux puis dire c'est des gens qui à quoi, je vais changer ma question. Oui, allez-y. À quoi ressemble la pauvreté maintenant? Le visage de la pauvreté a énormément changé avec les années. Donc, que ce soit des gens assistés sociaux, des gens à l'emploi, on a vraiment le profil de tout le monde, des jeunes familles, des personnes seules, retraitées, plus âgées, plus jeunes. Donc, ça peut être un voisin, un ami, un membre de notre famille là, dans nos services actuellement qui peinent à joindre les deux bouts. Là. Il y a... Dites-moi, la campagne des paniers de Noël est amorcée. Je pense que, je ne sais pas si les inscriptions sont terminées, mais ce que vous savez, vous, c'est que vous devez, encore une fois, avec vos bénévoles et vos donateurs, faire des efforts supplémentaires parce que là aussi, le nombre de bénéficiaires augmente. Oui, absolument. On a une très, très bonne équipe. On est très confiant avec l'aide qu'on a de nos bénévoles, des employés de la communauté, là, qu'on va être capable de desservir le nombre de bénéficiaires qui ont besoin de paniers de Noël. Et non, les inscriptions ne sont pas terminées. On inscrit encore et on va inscrire tant qu'on va le pouvoir. Donc, jusqu'à la distribution des paniers de Noël, là, on ne mettra pas personne de côté pour qu'ils puissent célébrer aussi dans la dignité. Là. On veut desservir tout le monde qui ont des besoins. À quel moment la distribution va se faire? Donc, à partir du 9 décembre au 20 décembre, on va être dans la distribution de nos paniers de Noël là, à chacune des journées. Et parmi les nombreuses activités destinées à l'aide aux démunis, notons les paniers de Noël à Notre-Dame-du-Nord aussi, c'est chapeauté par Gaëtan Delorme. Et vous avez jusqu'au 5 décembre pour vous inscrire afin d'en bénéficier. Il suffit d'appeler le 819-629-3322, 819-629-3322. La municipalité de Notre-Dame-du-Nord qui accueille des dons en argent ou en chèque libellé à Panier de Noël du Témiscamingue, au bureau municipal jusqu'au 4 décembre. Des coupons d'épicerie seront offerts le 14 décembre. L'Aréna où le dépanneur Rachel reçoit des denrées non périssables. Le temps des fêtes qui amène son lot d'activités, vous le voyez, c'est le fun de voir votre implication et votre participation et c'est un plaisir de vous tenir au courant, notamment pour une invitation de Témis TV qui convie les enfants de 7 à 9 ans, leurs parents ou accompagnateurs à voir et entendre le conteur Guillaume Beaulieu. Guillaume qui présente un conte de Noël, c'est le 7 décembre à 13h30, ça se passe à la bibliothèque de l'école Rivière-des-Quinze à Notre-Dame-du-Nord. Le 7 décembre, 13h30, c'est juste avant le souper de Noël du village et la soirée d'ensemble de Julie Duguay au Polydium. Avez-vous participé à vos marchés de Noël dans les dernières semaines à travers la région? Assez impressionnant à voir, tant par le nombre de visiteurs que ce qu'on pouvait y trouver. C'était le cas à Lorrainville. Témis TV y est allé. Bienvenue au marché de Noël de Lorrainville. Ça fait environ 6 ans qu'on a repris le flambeau du marché de Noël avec plus d'une 50aine d'exposants. On dirait qu'on grossit d'année en année même avec une belle variété. On est vraiment contents. Vraiment, on est fiers premièrement, des décors, parce que notre but aussi au comité, c'est d'amener les gens dans la féerie des fêtes. Alors, à chaque année, on essaie de se dépasser un peu plus dans la décoration. Et cette année, vraiment, je pense qu'on peut être fiers là, de ce qu'on a à offrir comme décor. Les exposants, on veut aussi leur offrir une belle expérience qui est aussi avec un service clé en main. Ils arrivent ici, on a les services de cantine grâce à l'écho du clocher. On a plein de choses pour eux afin qu'ils se sentent bien au marché de Noël. On est bien contents. Très grande achalandage. Vraiment, on est fiers là, de notre édition cette année.
On s'arrête maintenant à Saint-Bruno-de-Guigue, où comme à la Verlocheur, le débranchement du guichet par Desjardins a fait parler dans les derniers jours. Des équipements qui n'étaient pas assez utilisés, mais qui seraient quand même utiles puisque non pas une, mais deux entreprises pourraient vouloir se brancher dans ces villages. C'est parmi les sujets dont nous parlons avec Monsieur le maire, Monsieur Tommy Boucher. À chaque fois qu'un guichet automatique ferme quelque part au Québec, évidemment, ça fait jaser parce que ça touche de près les citoyens. C'est dans le quotidien et vous, comme maire, comme citoyen, et vos citoyens vous en ont parlé aussi, c'est pas un changement qui est passé inaperçu, là. Non, ben c'est comme tout service. On avait un service à notre municipalité. Quand tu perds un service, ben c'est décevant. On comprend très bien la position de Desjardins. C'est une décision d'affaires qu'ils ont prise. Mais tu sais, nous, on est déçus parce qu'on avait un service qui était quand même apprécié par nos citoyens, qui était utile aussi lors de nos événements. Nos événements, tu sais, on a le Festival Western, qui est notre gros événement estival, mais on a beaucoup de tournois de hockey qui fonctionnent encore avec de l'argent liquide. Puis on avait aussi plusieurs citoyens qui se servaient du guichet régulièrement. Donc, on est déçus d'avoir perdu ce service-là. Mais nous, on a décidé, on a regardé, on était à la recherche de solutions rapidement. Entre autres, là, on a contacté ATM pour voir s'il y avait la possibilité pour eux de venir installer un guichet automatique là, à Saint-Bruno-de-Guigue. Et fort heureusement, oui, ils sont intéressés. Donc, on devrait là, pouvoir là, avoir un guichet automatique là, au même emplacement qu'on avait présentement, dans le bureau municipal. Avec la compagnie ATM. Donc, pour les membres des jardins, c'est sûr que ça va entraîner un coût à l'utilisation, étant donné que quand on fait affaire avec un guichet de type ATM, on paie des frais. Pour les membres des jardins, il va y avoir ça de différent. Pour les autres membres, ben, ça va revenir un peu à la même chose que quand ils venaient le retirer là, dans le guichet qu'il y avait auparavant. Donc oui, on a été déçus de perdre notre guichet. Comme on dit, c'est une décision d'affaires de Desjardins. Donc, ils nous ont expliqué les raisons du comment et pourquoi. Là où est-ce qu'on était un peu là, vraiment bousculé, c'est le temps entre le moment où est-ce qu'ils nous ont annoncé le retrait du guichet et le retrait effectif du guichet. On parle d'à peine un mois à peu près. Ça a été fermé le 13, ouais. Je pense que le 15... Le 9 octobre, ils nous l'ont annoncé, nous. Ouais. Ben, comme je disais, c'est une décision d'affaires. Maintenant, tu sais, Desjardins a ses normes, comme vous dites. Ils ont leurs règles là, internes là, qui font en sorte qu'ils vont prendre une décision de retirer un guichet ou pas et d'orienter les gens vers d'autres guichets Desjardins. Parce que les guichets de Notre-Dame-du-Nord et de Ville-Marie et de Témiscamingue vont continuer à être là, Lorrainville aussi. Donc, c'est une décision d'affaires. C'est quoi leurs normes? C'est sûr que t'sais, si on compare à des guichets qu'il y a au centre-ville de Montréal, on sera jamais aussi actif, on n'aura jamais autant de transactions. Il y a cette réalité rurale-là, souvent, qu'on n'a pas l'impression qu'il est prise en compte dans les décisions d'affaires des grandes corporations. Puis c'est là-dessus que, ben, c'est ça. C'est là qu'il faut être créatif, puis il faut faire preuve de proactivité. C'est le défi du monde rural, maintenir les services, maintenir des services de proximité. Là, on parle de Desjardins, mais c'est d'autres choses aussi. Nous, on a perdu notre dépanneur il y a un an. Là, donc, on travaille, on aimerait ça avoir une station-service. Donc, le maintien de services de proximité, en réalité, c'est toujours un défi. Puis, quand on en perd un, ben, ça crée une déception. Mais là, heureusement, on a une solution de rechange qui va pouvoir être mise en place rapidement. Donc, dans ce cas-là, je dirais ça a été une perte, mais on a créé une opportunité par rapport à ça, puis on l'a saisi. Donc, dans ce cas-là, on est quand même heureux du dénouement, puis nos citoyens vont pouvoir en bénéficier là, rapidement. Par les stations-service, il y a des travaux de décontamination. Ça nous met-tu la puce à l'oreille ou on ne sait pas si Petro-Canada voudrait revenir ici? Non, on n'a pas d'indication comme quoi Petro-Canada voudrait revenir ici. On n'a pas d'indication non plus que ça va être une autre station-service qui va être installée à cet endroit-là. Présentement, c'est le propriétaire. Le propriétaire a demandé un permis de décontamination pour faire des travaux. Donc, ça va. On n'a pas eu d'écho comme quoi il y avait une vente possible ou une vente imminente.
Donc, ça reste à voir un peu là, ce que le propriétaire actuel veut faire avec ça. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'il décontamine, ce qui est, selon moi, une bonne nouvelle, étant donné là, que on veut pas se retrouver avec un paquet de terrain contaminé dans toute municipalité. Donc, il décontamine et on voit là tout ce que ça entraîne comme travaux. Donc, mais on n'a pas idée, on ne sait pas vraiment là, c'est quoi que l'avenir réserve à ce bâtiment-là. Mais ils sont bienvenus s'ils veulent vendre d'essence. Ah, ben c'est sûr, nous, n'importe quel promoteur qui débarquerait à Saint-Bruno-de-Guigue pour nous dire qu'il souhaite là, mettre en place une station-service, là, on va les accueillir, on va les écouter, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on ne marche pas encore à l'hydrogène, hein, j'ai de la suite des idées. Dossier hydrogène, ça a été lancé. Il y a des gens qui ont laissé entendre qu'on pouvait obtenir de cet élément ici à Saint-Bruno-de-Guigue. Et ça, c'est intéressant au niveau industriel de pouvoir peut-être obtenir ce genre d'industrie chez vous. Bien, on est, je veux dire, on suit les développements. On est content de voir là, qu'il y a de la ressource à Saint-Bruno-de-Guigue. Maintenant, on est prudent. On est prudent étant donné que des projets comme ça, là, on en a vu un puis un autre passer au Témiscamingue, ils ne se sont pas tous concrétisés. Donc, on est prudent, on prend de l'information. On a su aussi que le gouvernement du Québec, apparemment, qui était au courant du dossier. En tout cas, moi, je vais aller aux informations en lien avec ça. C'est sûr que selon les promoteurs, selon les NRS, il y a un gros potentiel au niveau de l'hydrogène, au niveau du développement de l'hydrogène, et on aurait de bonnes sources d'hydrogène blanc, qu'ils appellent, à Saint-Bruno-de-Guigue. Donc, un hydrogène qui apparemment a beaucoup moins d'impact sur l'environnement que un hydrogène, les sables bitumineux ou le pétrole, c'est de l'hydrogène aussi. Donc, c'est pas ça qu'on parle pas de ça du tout là, à Saint-Bruno-de-Guigue. Là. Donc, un hydrogène blanc qui se génère de manière naturelle et qu'on pourrait extraire de manière aussi là, sans perturber l'environnement. Maintenant, c'est ce qu'on a su, c'est ce qu'on a eu comme présentation. Donc, on laisse les NRS faire ces travaux. Sont bienvenus à Saint-Bruno-de-Guigue encore. Peut-être qu'éventuellement, ils gardent pour avoir peut-être une place d'affaires à Saint-Bruno-de-Guigue. Donc, nous, on va les accompagner là-dedans. Mais la chose qui est certaine, c'est qu'on reste prudent. On n'a pas encore toute on ne sait pas encore concrètement tout ce que ça peut impliquer en termes de potentiel de développement économique. Mais on va être non seulement prudent, mais on reste à l'affût. Puis, présentement, on a un bon canal de communication avec l'INRS et le promoteur du projet. Donc, à tout moment, là, qu'ils souhaitent là, nous contacter, nous, on est disponible. Et ils sont aussi disponibles quand on a des questions, quand on a des choses à discuter avec eux. Ils sont aussi disponibles. Là. Puis, présentement, le canal de communication est établi. On reste à l'affût. C'est un gros potentiel. Selon ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un gros potentiel de développement. L'hydrogène est une ressource d'avenir en termes de, tu sais, peut-être même, là... nous, ce qu'on a su, c'est que c'est une ressource là, qui peut être appelée aussi à remplacer là, en partie le pétrole. Donc, le potentiel est là. Mais comment ça va se développer tout ça? Pour l'instant, là, on reste à l'affût, je dirais. Là. Un dossier à suivre, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers à suivre comme ça? Peut-être pas aussi gros, mais dans les municipalités, des choses qu'on observe de près? Ben nous, on travaille, là, le dossier de la rénovation de l'aréna reste un dossier d'actualité. Là, présentement, on est en train de faire un audit. Donc, on est en train de regarder là, avec des ingénieurs, des architectes, quel genre de travaux ça prendrait pour maintenir notre aréna à long terme. Parce que nous, notre objectif, c'est quand on va entamer des travaux dans notre aréna, ça va être pour la maintenir à long terme. L'aréna de Saint-Bruno-de-Guigue a 50 ans. Pratiquement eu aucun travaux depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que les citoyens de Saint-Bruno-de-Guigue paient pour l'aréna, sans aucune subvention, sans aucune aide extérieure. Donc, les citoyens de Saint-Bruno-de-Guigue ont manifesté l'intérêt de maintenir l'aréna et c'est ce souhait-là qu'on tente de réaliser présentement. Mais c'est un bon défi. C'est un bon défi parce que des infrastructures comme ça, vieillissantes, qui ont besoin de pas mal d'amour, ben on sait que ça a un coût. Donc, on veut respecter la capacité de payer de tout le monde aussi. Donc, c'est ça. On est en train de terminer les audits, voir qu'est-ce qu'il y a à rénover dans l'aréna, c'est quoi les urgences, c'est quoi les priorités,
Puis, tu sais, les priorités à court, moyen terme, en termes de rénovation, pour, comme je disais, quand on va mettre de l'argent dans l'aréna, on va vouloir en mettre suffisamment pour la maintenir encore pour 50 ans. Donc, on est là-dedans. Puis, sinon, là, au niveau là, de la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigue, je dirais, là, on a des activités de Noël qui s'en viennent. On a, je dirais, un beau dynamisme, là, présentement, là, qui est en marche. Donc, on essaie là, de maintenir là, le dynamisme du village. Puis, on regarde aussi là, pour peut-être faire éventuellement là, du développement résidentiel dans le village. Donc, ça, c'est des projets là, qu'on va mettre de l'avant probablement en 2025. Parce que le développement résidentiel et de l'avant, c'est des revenus quasiment immédiats. Donc, des revenus, bon, je ne sais pas, est-ce que vous attendez des subventions pour l'aréna? Est-ce que, encore une fois, c'est les citoyens eux-mêmes qui, à travers leurs taxes, vont payer? Vous regardez quoi? C'est sûr et certain qu'avec le projet le projet de rénovation qu'on va avoir, on s'attend à ce que ça coûte plusieurs millions de dollars. Donc, le projet ne se fera pas si on n'a pas une subvention gouvernementale. Il y a présentement le programme de la PAFIR qui existe au niveau du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Donc, il y a des appels de projets qui sont lancés régulièrement en lien avec ce programme-là. Nous, c'est vers là qu'on va aller lorsqu'il va y avoir un appel de projet. Mais c'est pour ça que présentement, on est en train de faire nos devoirs pour savoir, bon, ben, quand l'appel de projet va sortir, ben, quel type de demande on va faire? C'est une demande de 2 millions, 3 millions, 4 millions? Puis tout ça, ça va dépendre des travaux de rénovation qu'on va avoir à faire. Et peut-être aussi, ce qu'on souhaiterait, c'est de rajouter des services à l'intérieur de notre aréna. On a présentement, je vous donne un exemple, puis c'est peut-être pas ça qui va arriver, mais on a une salle de judo présentement à Saint-Bruno-de-Guigue. Ben, peut-être qu'on pourrait aménager une salle de gymnastique qui inclurait le judo, qui inclurait peut-être d'autres choses à même notre aréna. Puis, encore là, je veux pas dire que c'est ça qu'on va faire, mais on regarde pour ajouter des services, encore là, dans un esprit de maintenir le dynamisme de notre communauté. Dossier à suivre et Témis TV sera là pour évidemment compléter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Moreau. On reste en politique alors que le député d'Abitibi-Témiscamingue au fédéral, Sébastien Lemire, vient nous parler des dossiers qui retiennent l'attention et nous concernent à la Chambre des communes à Ottawa. Amateur d'art, il a jeté un coup d'œil sur les œuvres à louer au Rift à Ville-Marie, des tableaux de nature autochtone qui semblaient bien lui plaire. Retour à de bonnes habitudes télévisuelles avec nous pour le bloquiste qui arbore une coiffure toute fraîche, alors qu'il a déjà dû se prêter au jeu des photos des pancartes électorales. Sébastien Lemire, à Témis TV, on fait évidemment notre coup d'œil sur les derniers jours, dernières semaines, derniers mois du député bloquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, je devrais le savoir. On a parlé évidemment de la réforme de l'assurance-emploi. Le Bloc travaille fort là-dessus encore parce que bientôt, au niveau financier, il y a une nouvelle mise à jour qui s'en vient et c'est important pour vous de rappeler à M. Trudeau, entre autres, que les chômeurs ont besoin de règles plus efficaces. Bien, je suis content, effectivement, qu'on en parle. Donc là, ça devient l'héritage de ma collègue Louise Chabot, parce que cet enjeu-là est un des enjeux importants de sa vie, elle qui a été présidente syndicale, mais c'est un enjeu que le Bloc québécois porte depuis longtemps. On s'entend que dans l'époque, c'était tout le fait que le gouvernement pigeait dans la caisse d'assurance-emploi. Les surplus de la caisse servaient à financer les déficits du gouvernement fédéral. Donc, l'argent que les travailleurs payaient était repris dans les coffres de l'État pour sa mauvaise gestion. Il y a des choses qui sont particulièrement aberrantes, mais les temps ne changent pas tant que ça. Et ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'il y ait une caisse d'assurance-emploi qui soit vraiment au service de ceux qui la cotisent, au service des travailleurs, mais aussi des travailleurs à travers le rythme de la vie d'aujourd'hui. Ça veut dire de tenir compte de la réalité des congés de maternité ou de paternité, ce qu'elle ne fait pas présentement. Ça a été d'ailleurs le cas de ma conjointe. Il a fallu qu'on se batte parce que si jamais elle avait eu une perte d'emploi, un emploi qui n'était pas renouvelé, en fait, par surprise, et là, ben, il y avait tout l'enjeu que si tu n'as pas l'accès à ça, tu n'as pas accès non plus à ton congé de maternité, tu n'as pas accès aussi aux suites. Donc, c'est une série de prestations qui s'en venaient pénaliser, et ça touche beaucoup de gens, particulièrement les femmes.
les gens qui ont des situations de maladies graves comme le cancer, le Bloc québécois s'est battu dans notre premier mandat en 2019 pour permettre d'hausser les semaines. Notre ambition était de passer de 15 à 50 semaines. 15 semaines, 3 mois à peine. Tu as un diagnostic de cancer, tu dois arrêter ton emploi, subir des traitements et on te donne 3 mois, ta chimio n'est pas terminée, que tu n'as plus de revenus. C'est une aberration. Déjà, ça a été augmenté à 25 semaines, mais c'est pas vrai que tu as le temps de guérir en 25 semaines, d'atterrir et d'avoir des conditions gagnantes pour cette guérison-là. Donc, ça fait partie des éléments d'humanisme qu'apporte la réforme du Bloc québécois. Est-ce qu'on pense que ce projet de loi-là va être capable de faire toutes les étapes législatives avant la fin de la présente législature, avant les élections? On le souhaite bien, mais là, il vient d'être déposé à la Chambre des communes, ce qui est déjà un pas énorme, mais ça sera certainement un des gros chevals de bataille de la prochaine élection. Vous parlez de 2019, 5 ans à frapper sur ce clou-là, et on se pose la question, est-ce qu'il va falloir ramener M. Trudeau pour qu'il complète le dossier? Parce que si on regarde une autre personne qui pourrait prendre la relève, c'est peut-être un conservateur et lui n'aidera pas les chômeurs du Québec. Je doute fort, effectivement, que Pierre Poilievre a un grand intérêt, mais comme je disais, c'est une bataille historique, la réforme de l'assurance-emploi pour le Bloc québécois. On en parlait dans les années 90, dans le temps de Pierre Brien, on en parlait dans les années 2000, dans le temps de Marc Lemay, on va en reparler encore. Une loi comme la loi anti-CAB a été un projet de loi que le Bloc québécois a amené quasiment des dizaines de fois à travers les différents mandats depuis qu'il existe en 1990. Donc, la même chose se fait pour l'assurance-emploi. Le NPD a eu un certain succès, il faut le dire, avec le fait de pouvoir avoir une entente. Une loi anti-CAB en faisait partie. On a un grand pas qui a été fait, mais ça n'aurait pas pu être possible si, historiquement, le Bloc québécois n'avait pas fait tout ce travail-là. Donc, on se réjouit de ce pas-là pour une loi anti-CAB. Ce serait la même chose pour une loi sur l'assurance-emploi qui donnerait un peu plus de dignité aux travailleurs puis de rééquilibrer un certain rapport de force. Parce qu'on s'entend quand on regarde les conflits de travail ces derniers temps, et là, aujourd'hui, c'est Post Canada qui en est impacté, c'est rarement un point d'équilibre pour les travailleurs. Puis, en même temps, les travailleurs, c'est nous qui construisons le tissu social, qui ont construit le pays, puis qu'on se retrouve souvent laissés à nous-mêmes quand il y a des besoins, quand la vie ne va pas dans la direction qu'on souhaite. Dans l'actualité, les sondages sont favorables au Québec, au Bloc québécois. C'est une bonne nouvelle parce qu'on a l'impression qu'on pourrait facilement au Canada se retrouver avec un leader comme on vient d'élire aux États-Unis. Bon, c'est sûr qu'il y a des rapprochements qui sont faciles à faire, effectivement, entre Donald Trump et Pierre Poilievre. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'inspiration dans la stratégie, la façon d'aborder la politique, beaucoup axée sur la peur, sur la désinformation. Reste que pour nous, les Canadiens vont choisir le premier ministre qu'ils veulent. C'est pas à nous, puis de changer, de mettre dehors Justin Trudeau pour le remplacer par Poilievre n'est pas l'intérêt du Bloc québécois. L'intérêt, c'est de défendre les intérêts du Québec, évidemment. C'est un message qui est porté, qui est fort au Québec. C'est pour ça que le seul endroit dans lequel les conservateurs ne dominent pas à près de 50 % c'est au Québec. C'est toujours curieux de voir les manchettes quand on dit les libéraux et les conservateurs nés à nez au Québec. Ça a été une manchette la semaine dernière, 24 et 22 %, mais le Bloc est effectivement loin d'avance à 35 %. Mais il ne faut pas rien prendre pour acquis. Je pense que c'est un message de confiance en ce moment, mais les choses peuvent aller très vite en politique. Mais si une élection avait lieu demain matin, si on regarde les projections, oui, le Bloc pourrait jouer le rôle de l'opposition officielle, comme il l'a fait dans les années 90, et ça serait une voix très forte pour le Québec. Et particulièrement avec une élection possible du Parti québécois, je pense que ça pourrait donner un bon momentum au Québec pour pouvoir prendre en main son destin. Dans les derniers jours, les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue, en Abitibi-Ouest, au Rwanda, un peu partout, ont vu Sébastien Lemire. Il est présent dans son comté, dit-on. Quels sont les dossiers que vous avez l'idée dans les derniers jours? Bien là, on est dans une semaine de circonscription. Le Parlement ne siégeait pas cette semaine. Donc ça, évidemment, c'est une occasion pour moi d'être dans chaque MRC. Mais quand même, je reviens toutes les fins de semaine, puis j'essaie de faire, si je ne suis pas
À chaque 2 ou 3 semaines maximum au Témiscamingue, c'est qu'on ne s'est pas croisés parce que ça demeure quand même depuis 5 ans un objectif que j'ai. Des fois, c'est les prétextes d'une game de hockey, des fois par les enfants, des fois c'est une ouverture, un vernissage ou peu importe. Mais oui, occuper le terrain est important, d'aller à la rencontre des gens et discuter. Un enjeu pour moi qui est important cette semaine, c'est la question notamment du bureau des passeports. Quand on sait depuis plus d'1 an qu'il y a tous les équipements nécessaires au bureau des passeports de Rouyn-Noranda. Pour les gens du Témiscamingue, il y a des alternatives. Il y a un bureau quand même à Sudbury qui offre ce service-là rapide. Donc, particulièrement au sud du Témiscamingue, c'est peut-être plus accessible que dans le nord de l'Abitibi. Reste qu'il y a quand même, on nous oblige le choix d'aller du côté de l'Ontario. Puis s'il y a un pépin, ton passeport se retrouve à Mississauga. T'es quand même mal pris, là. Mais sinon, l'alternative, c'est de s'en aller à Gatineau, à Montréal. Donc, de prendre 3 jours quasiment de travail, de payer le gaz, une chambre d'hôtel, peut-être 2, parce qu'il faut que tu arrives tôt le matin pour pouvoir être le premier dans le fil, puis après ça, retirer ton passeport à la fin de la journée. C'est des sacrifices qui sont exigeants. On est au mois de novembre, la période des fêtes s'en vient, peut-être une option de voyage dans le sud. Reste que ce service-là, tous les équipements sont à Rouyn-Noranda depuis plus d'1 an. Ça serait facile de le mettre en place. On parle qu'il manquerait la formation du personnel, puis le logiciel qui aurait des défis informatiques. Sauf que notre demande de passeport, qu'on la fasse à Gatineau, à Rimouski, qui a maintenant le même service, à Trois-Rivières, à Timmins ou ailleurs, ça reste quand même le même logiciel. Donc, c'est nos gens en Abitibi-Témiscamingue qui sont pénalisés. C'est une des batailles qu'on fait. Je peux vous en nommer un autre, particulièrement pour les gens du Témiscamingue. J'ai rencontré le ministre McCauley, le ministre de l'Agriculture. Donc, moi, je me suis rendu à son bureau, mais j'avais en virtuel avec moi d'abord Carole Lafrenière, qui a été une grande sommité, qui a travaillé de nombreuses années du côté de l'unité de recherche de Kapuskasing. Donc, travailler sur c'est quoi la réalité de l'agriculture en milieu nordique, particulièrement avec le climat qu'on a, avec des soleils, mais aussi avec un sol un peu plus argileux. Il y a des données. Le gouvernement fédéral finançait ça. C'est arrêté depuis une dizaine d'années à cause du don. Le gouvernement conservateur a coupé ce financement-là. Moi, j'arrive à un stade dans lequel je pense que c'était nécessaire, surtout avec le réchauffement climatique, de connaître notre agriculture nordique, et d'autant plus que maintenant, il y a une unité de recherche l'URDAT au Témiscamingue, à Notre-Dame-du-Nord, et la fondation du CAT, donc, était avec moi, et avec deux grands porte-paroles, 2 grandes sommités également, qui sont les anciens ministres François Gendron et Pierre Corbeil, 2 anciens ministres de l'Agriculture qui sont mobilisés auprès de la fondation. Bien, ils étaient donc dans cette rencontre avec le ministre pour sensibiliser sur l'importance de faire de la recherche en milieu nordique et donc de pouvoir faire confiance à l'UQAT pour pouvoir faire ces recherches-là. Il était particulièrement enthousiaste. Reste que, dans le contexte, bien, le timing, c'est qu'on est dans consultation prébudgétaire à l'automne, si on veut que ça puisse être là, puis faire la différence pour, justement, augmenter la notoriété, notre connaissance de l'agriculture. Certains parlent peut-être d'élections bientôt. Évidemment, il y a des tractations qui se font du côté de la Chambre des communes, mais Sébastien Lemire, est-ce qu'il se fait plus présent sur le terrain, sachant qu'il pourrait y avoir des élections ou il n'y a pas de changement? Ça ne change rien sur mon rythme de vie puis ma volonté d'être sur le terrain. Honnêtement, je pense que quiconque m'a croisé dans les 5 dernières années, élection, pas élection, c'est là. Mais ce que ça change, c'est qu'effectivement, les rumeurs électorales, je vous dirais que mon mois de novembre n'était pas nécessairement bien bouclé, mais de l'autre côté, on cumulait certaines choses. Donc, ça rééquilibre ce qui est à faire. Je ne vous cache pas que le Bloc québécois a mis de la pression, puis je pense que c'est important de le faire avec le déchirement de l'entente du NPD. Donc, mes photos de campagne sont prises, les pancartes sont commandées. Au moment qu'il y aura un déclenchement, je serai prêt à refaire ce que j'ai fait à chaque campagne électorale. Je n'ai jamais refusé un débat. On a été présents. C'est grand, le territoire d'Abitibi-Témiscamingue, 33 444 km². C'est près de plus de 80 municipalités ou gouvernements. Si on prend les quartiers de Rouyn-Noranda, si on prend chacun des villages, les communautés autochtones, mais c'est chez moi, puis c'est ce que j'ai le goût de continuer. Ceci étant dit, le Bloc québécois a mis de la pression. Pourquoi la date butoir du 29 octobre? On m'a posé la question souvent. Bien, c'est pour pas qu'on fasse campagne électorale pendant les fêtes. Il n'y a personne qui a le goût que j'aille dans une opération nez rouge, cogner puis leur souhaiter pendant le party de Noël de dire hey, « allez-vous voter aux élections? » Donc, je pense que ça a été fait par le passé. Il y a des gens qui ont vécu ça, des campagnes électorales pendant le temps des fêtes. C'est quelque chose qui, d'un point de vue humain, que je souhaite à personne. Donc, souhaitons qu'effectivement, à partir de maintenant, il n'y ait pas d'élection pendant les fêtes. La prochaine fenêtre électorale devra être donc à la fin de l'hiver, peut-être. Peut-être le budget, peut-être d'autres occasions. Le Bloc québécois a revendiqué quand même 2 choses très fortement auprès du gouvernement Trudeau, c'est-à-dire augmenter le revenu des aînés
Grosso modo, c'est environ par notre projet de loi des années de 65 à 74 ans, un rattrapage de 60 à 80 $ par mois pour redonner de la dignité à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un revenu supplémentaire et qui subissent directement la hausse du coût de la vie. Donc, un élément de dignité, ça toucherait 4 millions de Canadiens, près d'1 million de Québécois. Donc, ça peut faire vraiment la différence et ça coûterait grosso modo 3 milliards de dollars au gouvernement fédéral. Quand on pense qu'il y a des dizaines de milliards qui sont envoyés en crédit d'impôt ou en crédit de toutes sortes aux pétrolières, je pense que c'est facile de savoir où prendre l'argent. Deuxième volet, la gestion de l'offre, si tu me permets. Deuxième volet, la gestion de l'offre, parce que je sais que ça intéresse beaucoup les gens au Témiscamingue. Là, le projet de loi est enfin sorti du Sénat. Des sénateurs, des non-élus ont fait bloquer ce projet de loi-là pendant plus d'1 an avant de l'appeler et de le débattre. Là, il est enfin sorti de comité. Avec des modifications, le Sénat aura décidé donc, le comité a fait des recommandations. Le Sénat, est-ce qu'ils acceptent ces modifications et est-ce qu'ils acceptent le projet? Donc, peut-être que même dès la semaine prochaine, le projet pourra être adopté. Et s'il a été adopté avec modification, bien là, la Chambre des communes aura à le refaire. Puis là, on va voir la réelle volonté de Justin Trudeau qui a voté pour ce projet de loi-là et du gouvernement libéral, de Pierre Poilievre qui a voté pour la protection de la gestion de l'offre comme ses députés conservateurs québécois. Beaucoup de députés anglophones, conservateurs ont voté contre, mais 79 % de la Chambre des communes, les élus du peuple, ont voté pour protéger la gestion de l'offre et surtout avec l'élection de Donald Trump, c'est quelque chose d'autant plus pertinent. On se garde du matériel pour un prochain bloc du bloc sur Témis TV et on s'y retrouve bientôt. Avec grand plaisir, Yvon. On demeure au Rift, mesdames, messieurs, puisque nous y étions depuis la mi-novembre et jusqu'au 18 janvier. La Galerie d'art effectue une levée de fonds et vous offre l'opportunité de découvrir le talent des artistes de la région. Vous pouvez ainsi, pour une durée d'1 à 3 ans, louer ou acheter leur œuvre, une location qui permet une rotation des tableaux. Notre caméra vous amène faire une visite. Donc, on est au Rift. C'est la première édition, en fait, du service de location d'œuvres d'art qu'on met sur pied au Témiscamingue. Donc, pour la première édition, c'est un peu un projet pilote. On a 18 artistes qui nous proposent une 60aine d'œuvres d'art. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets aussi. Donc, c'est possible de louer sur une période d'1 année, de 2 ans. C'est possible d'acheter aussi, évidemment, que les artistes vont en profiter aussi. C'est une façon de faire une levée de fonds pour le Rift aussi et d'encourager les artistes à la fois parce que le Rift et les artistes font 50-50 avec le montant des locations ou des ventes. Donc, c'est une façon de lever des fonds pour le Rift. Là, on sait depuis quelques années, la culture, là, c'est plus difficile. Donc, on essaie de trouver des façons de faire des revenus, mais aussi, on avait depuis longtemps cette volonté-là de mettre en lumière les artistes de la région, qu'ils soient vus dans nos commerces, que ce soit pas des toiles de Walmart sur les murs quand on va acheter quelque chose ou dans un bureau ou bon. Donc c'était vraiment une volonté qu'on avait depuis longtemps. On s'est dit que c'était le bon moment de le faire. Donc on est vraiment satisfait de la qualité des œuvres d'art qui sont ici. Et donc les entreprises aussi, c'est très intéressant au niveau fiscal parce qu'il y a des avantages à la location plus qu'avec l'achat. Donc la location devient très intéressante pour les entreprises et évidemment les particuliers aussi peuvent louer ou acheter une œuvre d'art. Les œuvres seront en place jusqu'au 18 janvier. Donc, c'est possible de venir voir un tour d'exposition et de procéder à une location ou à un achat. On a des étiquettes à côté des œuvres. Donc, simplement prendre l'étiquette qu'on va venir brocher avec un contrat. On remplit le contrat, on effectue le paiement. Et moi, dans 1 an, je vous rappelle pour vous demander si vous voulez acheter l'œuvre, parce que c'est toujours possible de faire une location avec option d'achat. Donc, à ce moment-là, on paye seulement le résiduel. Ou vous pouvez toujours la rapporter et nous, on va la remettre dans la collection qui sera allouée pour la prochaine édition. Je propose aussi mes services d'accrochage pour les personnes qui ont moins d'aptitude au niveau de l'accrochage ou qui ne savent pas trop comment accrocher ça une œuvre d'art. Je peux me déplacer pour aller accrocher ça dans votre bureau ou dans votre salon. Après le monde des arts, finançons les études universitaires. L'illustre François Gendron fait un don considérable à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et lance la bourse François Gendron. Dorénavant, les étudiantes et étudiants qui vont s'inscrire dans le secteur des mines et de l'environnement
pourront recevoir une bourse de 1 000 $ remise dans un don planifié par l'octogénaire, doyen des politiciens québécois. Selon sa déclaration, son passage au ministère des Ressources naturelles, tout comme son histoire profondément enracinée dans une région minière, l'ont convaincu que l'éducation universitaire et la recherche sont des leviers essentiels de changement social. Celui qui a occupé la scène politique pendant 42 ans est aussi rattaché depuis 2022 comme coprésident de la grande campagne Bâtir l'avenir maintenant de la Fondation de l'UQAD, la plus grande levée de fonds de l'histoire de l'université. Des boursiers, on en trouve aussi chez nos agriculteurs et agricultrices et cette aide, c'est ce qui sert à avancer. Il ne faut donc pas arrêter ce soutien. Témis TV félicite donc celle que vous apercevez, Annick Gauthier. Elle est de la ferme JMA Gauthier de Lorrainville. Elle s'est vue décerner la bourse de 5 000 $ par la Financière agricole du Québec dans le cadre du 19e concours Tournez-vous vers l'excellence. Son entreprise se spécialise dans la production laitière biologique. Selon l'organisation qui souhaite que la vitrine qu'offre ce concours soit une source de motivation pour leurs projets et leurs idées à venir, les lauréats récompensés le 20 novembre se sont distingués par leur sens de l'innovation et leur créativité. Grâce à leur engagement et à leur effort, ils ont transformé leurs idées en projets concrets. Madame Gauthier se distingue entre autres pour ses qualités de gestionnaire. Elle est une pierre angulaire dans la prise de décision au sein de l'entreprise familiale. En apprenant la nouvelle, Annick a déclaré, et je cite, « Je chercherai toujours à améliorer la qualité et le bien-être de mes animaux tout en gardant à l'esprit le côté biologique. Je continuerai à améliorer mes champs de culture avec mes recherches et démarches concernant les bienfaits pour ceux-ci. » Parlons de natation. Presque en terminant, bien du moins, continuons de souhaiter bientôt en parler davantage de natation avec une ministre des Sports et Loisirs qui sait. C'est ce que doivent se dire d'ailleurs les gens du comité du complexe des eaux profondes ici à Ville-Marie et au Témiscamingue. L'organisation qui tenait le 18 novembre, je crois, c'est sa première assemblée, non, l'une de ces assemblées générales annuelles, voilà. Et l'intérêt pour la piscine semble important puisque les postes en direction ont déjà été comblés. On en a parlé avec Mme Nathalie Cardinal. Madame Nathalie Cardinal, vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'organisme du complexe des eaux profondes. Il y avait assemblée générale il y a de cela quelques jours. Est-ce que c'était la première? Non, c'était la 3e assemblée générale depuis notre constitution. Ouais. D'accord. Et là, cette fois-là, il y a eu élection et je pense que c'est encourageant parce que il y a dû avoir élection avant la nomination de 3 personnes sur le CA. Oui, en plein ça, il y avait 3 postes de disponibles, donc, sur le CA. Puis, 4 personnes qui ont manifesté de l'intérêt, donc on a dû aller en élection. Fait que on est bien content de ça parce que ça démontre justement l'intérêt là, des gens pour notre organisme. Fait que oui, on est allé en élection. Il y a France Lessard qui a été élue, Jessica Roberge et Adèle Chaumont-Morissette. C'est les 3... Des dames qui, avec vous, vont donc travailler parce qu'on est, comment dire, on est au-delà d'une attente puis d'un refus face à une subvention dont on a parlé l'été dernier. On travaille fort pour qu'avance le projet. Oui, en plein ça. C'est ça, comme vous l'avez dit, l'été passé, on a appris qu'on n'avait pas la subvention du PAFIRSPA, qui est la subvention principale qu'on attendait là, pour du provincial pour pouvoir aller de l'avant avec le projet. Donc, bon, oui, beaucoup de déception suite à cette réponse-là, mais on se retrousse les manches, puis on continue à travailler fort là, pour, dès qu'il va y avoir un autre appel de projet, bien, on va être prêt encore à déposer notre projet. Fait qu'il y a un travail de terrain qui se fait là, au niveau de la population générale. On veut sensibiliser plus de gens là, à notre cause parce qu'il y a encore des gens qui pensent que le projet est mort puis qu'il se passe rien, mais non, on travaille vraiment fort. Fait qu'on veut avoir peut-être un plan de communication pour nous aider là, à faire connaître notre projet
projet. Il y a des approches qui vont être faites, bon, c'est sûr, avec les différents paliers de gouvernement. On continue aussi à travailler de concert avec les municipalités parce que les municipalités embarquent dans notre projet. On veut être capable de rallier vraiment toutes les municipalités du Témiscamingue. Il y en avait quelques-unes là, qui n'avaient pas embarqué là, l'an passé, mais là, on travaille vraiment à ce que tout le monde embarque parce que selon nous, c'est vraiment un projet territorial hein, qui est très important pour tout le Témiscamingue. Donc, on trouve ça important que tout le monde embarque là, dans notre projet. Fait que, parce que l'utilisation de l'équipement de la piscine, parce que disons-le, c'est une piscine, ça va servir à plein d'enfants et d'adultes de toute la région, là, allant de Fugerville, Kipawa, pas Kipawa, mais Winaway ou ailleurs. Donc, toutes les municipalités risquent d'être touchées. Donc, toutes les municipalités devraient embarquer pour principe d'utilisateur-payeur, si on peut s'exprimer ici. Oui, mais ça va aussi au-delà de ça, dans le sens que un type d'équipement comme ça, c'est quelque chose qui est important pour attirer des nouvelles familles au Témiscamingue, attirer des professionnels, des employés. On a de la misère avec justement le recrutement. Fait que si on veut être capable d'attirer des gens, même si moi, j'utilise pas la piscine, je pense que c'est important que les gens comprennent que ça peut être important pour l'ensemble du Témiscamingue, pour nos entreprises. Puis des fois, on n'utilise peut-être pas la piscine, mais on utilise les services que les gens qui utilisent la piscine font. Fait qu'exemple, les médecins, les infirmières, tous les gens là, du domaine de la santé qu'on recrute, bien, s'il y a une belle infrastructure aquatique, ça peut être attrayant pour eux de s'en venir ici. Fait que les gens, bien, quand ils vont aller à l'hôpital consulter ces gens-là, bien, on peut dire qu'indirectement, ça va avoir contribué à attirer ces gens-là. Puis il y a tout l'aspect sécurité nautique, hein. On est entouré de lacs au Témiscamingue. C'est important que nos enfants apprennent à nager. On trouve ça vraiment déplorable présentement. Ça fait 5 ans que la piscine est fermée. Donc, ça fait 5 ans que nos enfants apprennent pas à nager. Puis ça, bien, ça comporte des dangers, ça comporte des défis pour plus tard. Fait que c'est toutes des choses là, qu'on veut promouvoir, continuer de promouvoir là, pour le projet. Apprendre à nager, puis aussi apprendre au niveau sécurité nautique, parce que nos plages, nos lacs, rivières ont besoin d'être surveillés, puis les gens qui les utilisent aussi. Oui, puis il y a tout l'aspect aussi saines habitudes de vie, tu sais, la santé en général. Il y a on est la seule MRC présentement qu'on n'a pas de bassin thérapeutique. Et ça, c'est utilisé en réadaptation. Fait que c'est important que ces gens-là, il y a des gens là que la seule façon qu'ils réussissent à bouger un peu, c'est dans l'eau. Fait que présentement, bien, ils n'ont pas cette possibilité-là. Les personnes à mobilité réduite, tu sais, notre infrastructure va prévoir justement une entrée plage où est-ce que ça va être accessible facilement. Tout va être adapté justement pour les personnes à mobilité réduite. Fait que ça, c'est un autre aspect là, qui est super important. Là, la remise en forme, ça fait socialiser les gens aussi quand il y a des cours d'aquaforme, des bains libres, de toutes sortes d'activités aquatiques. Fait que oui, c'est super important à bien des égards. Beaucoup de travail à faire. Ça veut dire que pour le conseil d'administration, mis à part de surveiller la prochaine demande de subvention pour le gouvernement ou les gouvernements, parce que autant le fédéral que le provincial peuvent, fournir au niveau de ce projet? Oui, c'est sûr. Habituellement, ce type de projet-là, c'est plus le gouvernement provincial qui a des programmes de subvention, mais c'est sûr qu'il y en a aussi au niveau fédéral. Dernièrement, justement, il y en a eu un qui est sorti. Finalement, on ne cadrait pas dans les critères. Hein. C'est complexe, hein? Les programmes de subvention, ils ont des critères bien spécifiques, puis ça ne veut pas dire qu'on va toujours fitter là, dans les critères. Fait qu'on est à l'affût de ça, puis des fois, c'est pour compléter le financement parce que la principale subvention prévoit à peu près 66 % de la facture finale, mais il en manque là, un montant là, à aller chercher. Fait qu'on est à l'affût de toutes sortes de programmes là, au niveau des différents paliers de gouvernement. Et des fois, le contexte politique, si par exemple le gouvernement libéral s'en va en élection, ben ça peut changer la donne un peu. Oui, en plein ça. On regarde ça aller, puis au niveau provincial, la même chose. Hein. Présentement, là, c'est ça, il n'y en a pas. On est un peu en période de coupure budgétaire au niveau provincial.
provincial, mais on s'attend que dans un an, ça va être préélectoral, fait que ça se pourrait qu'il y ait d'autres programmes qui vont sortir. En tout cas, on l'espère vraiment, puis on espère que cette fois-ci sera la bonne, mais on va être prêt. On réalise dans le fond que c'est correct, là, on a encaissé là, la réponse négative, c'est ça, puis on se retrousse les manches, puis on va vraiment essayer de compléter notre financement encore mieux, puis on pense qu'on va être capable de rallier beaucoup de monde à notre projet. Là. On surveille M. Bernard et M. Lemire de ce côté-là, mais aussi au niveau privé, là, il y a des gens qui sont satisfaits, qui sont fiers de voir que vous avez un groupe homogène et que, veut pas, on avance. Oui, c'est sûr. Puis au niveau privé, on a des contacts, c'est sûr, d'établis avec certaines entreprises. Il y a des entreprises qui nous ont contactés, mais on peut pas rien officialiser encore tant que, justement, tout part de la principale subvention, là, ce montant-là qui va vraiment faire partir le projet, ça part vraiment de là, mais il y a, oui, des pourparlers qui sont faits, il va y avoir des ententes qui vont être prises, conditionnelles à ce que, justement, on ait le financement. Fait que, oui, on fait des démarches de ce côté-là pour que le privé puisse embarquer, là. Parce que dans l'imaginaire du complexe des eaux profondes, il y a déjà des dessins, il y a déjà des plans, parce qu'on sait où on veut l'avoir, cette piscine-là. Il reste à savoir quand et comment. Oui, c'est ça. Ce qui est prévu, parce que la Ville de Ville-Marie a donné déjà le terrain, on a fait arpenter le terrain, les études environnementales ont été faites et ça va être situé entre l'aréna de Ville-Marie et le marché public. Donc, dans cet espace-là, près de où est-ce qu'est le terrain de balle actuel, mais le terrain de balle, on sait qu'il va être déplacé parce que dans leur parc là, qu'ils sont en train de refaire, là, le terrain de balle, c'était prévu qu'ils le déplaçaient. Donc, il y a un espace de prévu pour le complexe des eaux profondes à cet endroit-là. Fait que ça, on sait ça. Maintenant, bon, là, il reste toutes les autres étapes là, pour faire monter le projet, là. Et j'imagine que les 4 dames qui sont au CA penchent déjà, dès que la subvention est arrivée, peut-être à une campagne de financement. Il y a plein de choses qui pourront compléter le projet parce que quand même, c'est plusieurs millions de dollars. Là. C'est assez incroyable, mais ça va être dur à aller chercher. Oui, c'est sûr. On sait qu'on est un petit milieu, puis c'est pour ça qu'on a tant besoin des subventions gouvernementales. C'est un projet de 27 millions qui comprend, pour mettre en contexte un peu les gens, c'est quoi au juste le projet qui est prévu? C'est 4 corridors de nage avec un bassin récréatif annexé à ça, un petit bassin récréatif avec une entrée-plage, quelques jeux d'eau à l'intérieur du bassin récréatif. Et cette partie-là va permettre, les cours d'aquaforme, les cours pour les enfants. Ça va être beaucoup plus facile là, de les faire à cet endroit-là. Et un bassin thérapeutique, comme je parlais tantôt, pour les gens qui sont en réadaptation. Fait que ça, il y a un petit bassin thérapeutique aussi de prévu. Les vestiaires et au deuxième étage, quelques estrades pour 30 personnes environ et une salle, parce qu'on trouve ça important d'avoir une salle où est-ce qu'on peut accueillir les groupes scolaires parce que, tu sais, les élèves de la commission scolaire vont être les bienvenus, c'est sûr, à la piscine. Quand on va donner des formations, on a besoin d'une salle là, pour ça. Fait que c'est vraiment, c'est un projet qui va vraiment répondre aux besoins du Témiscamingue. On voulait pas, parce que ça nous a été demandé, allez-vous rapetisser le projet étant donné que vous avez été refusé? Non, on veut pas parce que, selon nous, c'est au minimum présentement. Puis on n'a rien mis de luxueux là-dedans. Et malgré ça, ça vaut 27 millions. C'est beaucoup de sous. Et sur le 27 millions, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une contingence de 25 % qui est prévue. Étant donné qu'on habite en Abitibi-Témiscamingue, on doit prévoir un montant de 25 % de la note finale
pour les frais supplémentaires engendrés parce qu'on est en région éloignée. Ça représente 4,5 millions quand même. C'est énorme. Fait que ça, on trouve qu'on est pénalisé par rapport... Parce que la même piscine construite à Longueuil n'aurait pas ce 4,5 millions-là à prévoir. Fait que c'est ça. La facture finale, bien, ce qui est prévu dans nos prévisions, c'est que les municipalités assument environ 10 de ce montant-là. Fait que ça aussi, là, on travaille sur des ententes qu'on veut faire avec les municipalités. Mais jusqu'à maintenant, là, ils embarquent là, dans le sens qu'ils veulent avoir le projet, puis ils sont conscients qu'il y a des coûts reliés à ça. Mais encore faut-il leur donner les moyens. Là, fait que c'est ça. On est en pourparlers par rapport à tout ça. On sent l'appui au projet, puis même, on peut voir que même au niveau provincial, j'imagine que des gens qui font de la natation, des compétitions, qui seraient intéressés à venir au Témiscamingue. C'est sûr, hein, avant que la piscine de Ville-Marie ferme, il y a 5 ans, le club Exothème faisait partie d'un circuit régional, justement, de compétition. Alors, c'est sûr qu'on veut que ça revienne, ça, là, oui, certainement. Puis, je pense qu'avec une belle infrastructure comme ça, là, ça va être intéressant d'accueillir, justement, les autres régions, là, les autres gens de la région. La communauté a besoin de sa piscine et Témis TV est là pour vous suivre de près et collaborer à ce projet-là qui est exceptionnel à suivre. Bien, merci beaucoup de votre participation parce qu'effectivement, on va avoir besoin des médias pour faire connaître notre projet puis l'évolution du projet. La prochaine année va vraiment être super importante là, pour le futur. Là, on a vraiment espoir qu'il va y avoir justement un autre gros programme de subvention qui va arriver, puis on va être prêt à aller de l'avant avec ça. Comptez sur nous pour plonger là-dedans. Merci beaucoup. Je termine, je vous le promets, en vous annonçant qu'à la suite de la fermeture du dépanneur, le KGB récemment à Ville-Marie, Autobus Maheuque a dû trouver un nouveau terminus pour ses passagers, puis un point de dépôt et de livraison pour son service de colis. Et c'est la boutique Sens AT qui abrite aussi le journal Le Reflet en face de l'ancien commerce qui prend la relève. C'est au 22 de la rue Sainte-Anne, c'est bon à savoir. Tout comme tout ce dont nous vous avons parlé encore aujourd'hui à votre télé communautaire, car bien des gens le savent et d'autres sans doute, Témis TV qui s'adresse à vous bien plus souvent qu'on le croit. Tout ça grâce à la page Facebook Témis TV, des infos dernière minute, un coup d'œil aux avertissements météo, un partage d'un de nos organismes. Abonnez-vous, vous aussi, au Facebook Témis TV. Témis TV qui vous attend aussi sur le web et YouTube pour vous offrir nos récentes nouvelles avec les infos Témis. Là-dessus, sachez que nous apprécions grandement votre présence. Merci de nous joindre avec vos nouvelles à journaliste à commercial Témis TV. Nous y rassemblons vos convocations de presse, vos communiqués, avis publics, résultats sportifs, tout ce qui vous intéresse. La communauté, ne vous gênez pas. D'ici là, achetez vos cartes de bingo parce que seuls ceux qui jouent gagnent. Une vraie publicité, ça. À bientôt. Au revoir.